Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour non pas une émission, mais on va dire un petit numéro, une petite série qu'on va tenter de faire le mieux possible lors de cette intersaison. La saison a pris fin il y a maintenant bien une petite dizaine de jours. L'OGC Nice est européen, c'est bien de le rappeler, surtout lorsqu'on est en présence de supporters qui n'ont pas eu la même chance cette saison-là. Mais voilà, l'objectif de cette série, c'est de faire un focus sur les joueurs prêtés, voilà, de l'effectif. Donc là, on va parler aujourd'hui de Badreddine Buonanni. Il y aura sans doute un numéro sur Raresh Ilie, le joueur roumain qui a joué au Lausanne Sport cette saison. Aussi, sûrement, un numéro sur Ayoub Amraoui. Et ça va être un peu plus compliqué de trouver quelqu'un, mais peut-être Machaviti qui a joué à Sassuolo en Serie A cette saison. Présentation terminée. Badreddine Buonanni, on commence avec toi, Hugo, connaisseur, aficionado, j'ai envie de dire, du Club Pantio. Tu es déjà venu plusieurs fois. Déjà, comment tu vas, Hugo, en tant que supporter lorientais? Je me doute que tu as connu des jours meilleurs. Salut Pancho, salut à toutes et à tous. Un grand plaisir d'être là, effectivement, pour la troisième fois, dans un format un peu différent aujourd'hui. Mais c'est toujours un plaisir de répondre à vos invitations en mini-soir. Écoute, effectivement, on a connu des jours meilleurs, comme on dit, mais c'est la vie, c'est le football. On va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu au travers de Buonanni, mais une saison cauchemardesque pour Lorient qui a pris fin et un futur qui s'annonce incertain, mais on garde malgré tout le moral et l'énergie. Alors, est-ce que tu peux un peu rapidement te présenter, Hugo, avant qu'on attaque le sujet Buonanni? Oui, tout à fait. Alors, je suis Hugo Lebeuze. Vous pouvez me retrouver sur Radio Évasion, enfin désormais sur Transistor, radio locale finistérienne, où j'anime notamment une fois par mois l'émission de sport avec parfois un invité, une interview d'une bonne vingtaine de minutes, mais aussi un flash autour de l'actu sportive bretonne ou un billet d'humeur, mais également sur France Bleu Brésil le lundi en après-match, le vendredi en avant-match pour parler du FC Lorient. Eh bien, écoute, merci à toi. Avant de parler de cette demi-saison, parce qu'on là, on parle vraiment d'une demi-saison de Badreddine Buonanni chez les Merlus. Un petit rappel, Badreddine Buonanni, c'est un joueur de 2004 qui va fêter ses 20 ans d'ici peu, qui est arrivé au club niçois à l'été 2022, le petit cadeau de Julien Fournier avant son départ lors de cet été rocambolesque. On va pas parler de cet été 2022 hein. Dans ce numéro, c'est pas l'objectif, absolument pas utilisé par Lucien Favre. Il fait juste un banc lors d'un match à Lille. Et puis ses débuts en pro, c'est bien sûr sous Didier Digard lors du resplendissant 6 buts à 1 contre Montpellier. Une rentrée pour 20-25 minutes et une passe décisive à la clé. Au final, sur les 6 mois passés avec Digard l'année dernière, il prend part à 19 matchs pour 860 minutes pour 4 passes décisives. Et puis au cours de cette demi-saison, ça a démarré par une prolongation en 2027, ce qui montrait aussi la volonté à cette époque-là du club et du board de miser sur ce jeune joueur en provenance de Lille. Et donc cette saison, sous Francesco Farioli, cet arc 2023-2024, il joue peu, il joue même très peu, 7 petits matchs pour 156 minutes jouées. Et il part du côté du FC Lorient. En plus, recrutement de Mohamed Alichou à ce moment-là, joueur qui joue dans le même secteur de jeu que Buonanni. Un départ en prix qui apparente comme quelque chose de logique. Arrivé au FC Lorient, et c'est là, Hugo, que tu interviens. Première question, le contexte de son arrivée, à ce moment-là de la saison, comment toi tu reçois en fait la nouvelle lorsque tu sais que le joueur va arriver chez vous? Sincèrement, pour un jeune joueur, de son expérience, mais aussi de sa qualité sur les briefs de match qu'il avait pu faire la saison précédente, c'est le pire contexte pour arriver dans un club. Les Merlus étaient lanterne rouge de Ligue 1, avec très très peu de points pris en 17 matchs. On ressortait d'une humiliation terrible à Brest 4-0. Donc Brest, c'est le derby, c'est un match très important pour nous et ça a été terrible. On a pris un quadruplé de Kamori Doumbia en 20 minutes. Le vestiaire s'est fracturé à ce moment-là. De ce moment, Régis Lebris a été conservé. Il a réussi, entre guillemets, à sauver sa tête de ce moment de crise. Et de ce moment de crise,
des joueurs forts vont partir, à l'instar de Romain Fèvre, qui en fait ne trouvait pas sa place dans ce vestiaire, était quasiment un élément perturbateur sur et en dehors du rectangle vert. Et donc, il faut remplacer Romain Fèvre et d'autres éléments offensifs. Et Badreddine Bonani arrive dans ce cadre. Et on entend parler de cette rumeur dès début janvier quasiment, ça se concrétise un peu plus tard avec ce prêt payant d'1 million d'euros. Et Bonani arrive vraiment pour être là dans le cœur du jeu avec un rôle offensif, un rôle un peu de leader technique finalement. Et il est dans cette idée de montrer ses qualités, mais aussi de faire un peu émanciper le collectif offensivement. Alors, il faut dire que les difficultés de l'Orientais ne sont pas forcément dans les 30 derniers mètres, même s'il y a des lacunes existantes, notamment au poste de numéro 9. Buonanni, il doit faire ses preuves dans un rôle qui, sans doute, on pensait à l'époque, allait être celui d'un numéro 10 ou peut-être un peu plus bas, ou alors côté droit. C'est des postes qu'il va occuper tout au long de la fin de saison notamment. Mais il faut savoir que quand Buonanni arrive, il y a à la fois beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'incertitude, parce que comme tu l'as expliqué, on comprend assez vite que c'est un joueur qui a été l'auteur de belles promesses, mais qui malgré tout a peu joué en définitive. Donc on est dans l'expectative, on attend de voir à ce moment-là, et on est fin janvier lorsqu'il va faire ses premiers pas à Metz dans un match décisif. Oui, parce que, mine de rien, tu l'as rappelé, prépayant d'1 million d'euros du FC Lorient à ce moment-là de la saison. Situation comptable compliquée à cette période-là de l'année. Il y a quand même une volonté du board à cette époque-là de miser sur ce jeune joueur qui avait quand même très très peu d'expérience. Donc, est-ce que pour toi, le prêt, alors là je vais te demander un avis global, est-ce que le prêt est réussi concrètement? Parce que il prend part à 11 matchs, je crois, de mémoire. Oui, Quelque chose comme ça. Il n'est pas tout le temps titulaire, même non, loin de là. quasiment jamais titulaire. Comment est-ce que tu juges globalement le prêt de Bonani à Lorient? Bah, il y a plusieurs prismes dans ta question, mais si je veux voir le verre à moitié plein, je vais d'abord prendre son prisme à lui, Badreddine Bonani, parce que c'est ça qui vous intéresse en premier lieu, de comment est-ce qu'il va ressortir de ce prêt. Moi, je pense qu'il ne peut que ressortir galvanisé et heureux sur un plan individuel, parce que dans le contexte terrible que j'ai décrit et qui s'est un petit peu répété tout au long de la saison pour Lorient, et ben, ce joueur-là, il a réussi sur parfois des bouts de match, parfois des mi-temps, à tirer son épingle du jeu, à montrer de la qualité technique, à montrer de l'envie, à montrer de la précision, un peu de la folie, de la créativité. Et croyez-moi, Poncho, crois-moi, Poncho, croyez-moi, à Minisois, c'était vraiment pas simple parce qu'on était face à une équipe qui parfois avait du mal à être dangereuse, une équipe qui n'avait pas de confiance, une équipe qui manquait de qualité. Et ce joueur-là, il s'est mouillé, il a donné, il nous a aussi un peu fait rêver par des petits gestes. Alors, des fois, ça n'a pas suffi, c'est-à-dire que si on reprend un peu des moments marquants, il y a une tête contre Marseille qui aurait pu réduire un peu l'écart. Et quand on sait que la relégation, elle se joue à un but, voilà, il y a de la frustration. Maintenant, Buonanni, il a vraiment, pour moi, dans son optique, c'est un jeune joueur, il avait peu de temps de jeu, il avait peu d'expérience. Donc, la première des choses pour lui, c'était sans doute de se mettre en avant. Et ça, il l'a réussi. Après, sur un prisme plus lorientais, plus général, je crois que le prêt, il est mitigé, pour pas dire un petit peu décevant, parce que tu l'as dit, 11 matchs joués, donc ça veut dire que il y a eu des moments où il n'a pas été utilisé, notamment au tout début. En fait, il a commencé par faire deux entrées qui étaient, moi j'avais trouvé très encourageantes dans les intentions, dans l'implication, dans l'attitude. J'ai vu que ça a été une question soulevée par votre communauté. Il avait vraiment été là. Et par rapport à Romain Fèvre, on s'était dit, waouh, c'est le jour et la nuit. Le gamin, il débarque là, il a envie, il presse, il tire les maillots, il récupère, il l'utilise bien. On s'est dit, waouh, c'est super, ça promet. Et derrière, sur les titularisations, ça a été le cas aussi. Je pense à Brest et à Montpellier qui sont des défaites, mais des défaites cruelles pour Lorient où en fait, il s'en est fallu de peu. Il y a eu des occasions manquées, il y a eu à ce moment-là des décisions arbitrales litigieuses. Et Buonanni, dans ces matchs-là, c'est vraiment l'homme fort. Alors parfois, oui, on peut lui reprocher de ne pas avoir lâché le ballon, mais pour moi, il avait vraiment ce profil créatif, ce profil de folie, de prise d'initiative qui a vraiment manqué au jeu lorientais dans les 30 derniers mètres, et ce qui est dommageable. Et pour moi, le match contre Clermont en est le symbole, c'est qu'en fait, Badreddine joue 52 minutes dans un match où Lorient est dominateur, et c'est pas loin d'être le meilleur élément sur la pelouse, mais il est sorti par Régis Lebris. Et personnellement, devant mon écran, parce que je n'étais pas au stade dimanche dernier, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais comment ça se fait? J'ai l'impression que c'est
le gars qui peut un peu te donner encore l'étincelle, un peu la justesse, un peu l'énergie. Et pourtant, il va être sorti. Alors, sans doute qu'ils étaient un peu tous cramés physiquement dans les sortants qui avaient choisi RLB à ce moment-là du match. Mais ça m'a paru être une interrogation, mais une interrogation symbolique parce que pendant un moment, il n'avait pas beaucoup joué aussi, je pense, au mois de mars, les matchs contre Rennes, contre Lyon, on le voit peu ou pas. Et je me suis dit que finalement, est-ce qu'il avait la confiance du coach? Ça restait une question en suspens. Est-ce qu'il s'incorporait pleinement dans ce que voulait faire aussi collectivement le Bruce? C'est une autre question. Mais pour en revenir à mon raisonnement de départ, sur un plan individuel, Buonanni, il va ressortir énormément grandi de ce prêt, c'est une certitude. Tu penses justement, c'était la prochaine question, qu'il a manqué de confiance de la part de Régis Lebris parce que mine de rien, c'est peu de titularisation sur son passage. Tu dis quand même qu'il a apporté une certaine fraîcheur, une vivacité aussi dans le jeu offensif l'orienté, dans une équipe qui avait du mal aussi, qui était en manque de confiance, comme tu l'as dit. Est-ce que quelque part, tout simplement, euh, cette piste, selon toi, a été validée par le Brice ou il était un peu. Parce que de l'extérieur, c'est étonnant quand même de voir un joueur comme Romain Fèvre, bon, pour d'autres raisons, qui est retourné du côté de Bournemouth, mais tu sais, de voir ce jeune joueur finalement dans une mission un peu commando, qui fait des bonnes choses, mais qui malgré tout n'est pas titulaire. Est-ce que c'était aussi peut-être physique? Est-ce qu'il était tout Bah, simplement pas prêt à encaisser 90 minutes de Ligue 1? Alors, pour moi, il y a vraiment une question physique parce qu'en fait, j'ai le souvenir que Régis Lebris aborde la question de Buonanni sous cet angle-là au début. C'est-à-dire que vous avez une période sur les matchs qui sont Rennes, Lyon et le match d'un peu avant, ça doit être Strasbourg où il joue pas. Et en fait, Lebris a interrogé en conférence de presse sur le sujet et il explique le processus physique dans lequel est Badreddine Buonanni. Il explique que c'est un truc très contrôlé parce que notamment à Lorient, sur toute la saison, il y a eu des pépins physiques sur toutes les lignes, tous les joueurs, une prépa catastrophique. Et le Brice ne veut pas prendre de risques. On sent que c'est mesuré, contrôlé, il y a un vrai protocole en place. Et après, on arrive mi-fin mars et il joue. Il enchaîne, notamment ces deux matchs, Brest-Montpellier. Et après, il y a le match contre vous où il ne pouvait pas jouer. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit que ce soir-là, il nous a manqué un peu. Alors, on fait un non-match. Enfin, c'était assez affreux hein, comme contenu, ce Nice-Lorient. Mais il nous a vraiment manqué. Et je me dis que contre le Paris Saint-Germain, il va avoir sa chance, etc. Il va être titulaire parce que on a senti son absence. Ça n'a pas été le cas. Il rejoue contre Toulouse derrière, on perd. Il est de nouveau sur le banc contre Lens. Donc en fait, ça a fait le yo-yo. Ça a fait le yo-yo et j'ai pas le sentiment que le Brice. Je pense qu'il a validé la piste pour répondre à ta question. Mais j'ai pas le sentiment qu'il se soit dit, lui offensivement, c'est mon taulier. Je pense qu'il a plus misé sur notamment un garçon qu'il connaît bien parce qu'il l'a eu au centre de formation dans les années précédentes, c'est Julien Ponceau, qui a un peu le même profil. Et l'association Ponceau-Buonanni, en fait, on l'a pas beaucoup vu, on l'a vu contre Brest, on l'a vu contre Montpellier, mais il y a eu des choix à un moment donné qui étaient plus ou moins aussi défensifs, notamment dans le fait de ne pas faire jouer Louza et de faire jouer Bakayoko. Là, je rentre dans le côté un petit peu l'orientais, mais c'était pour vous dire qu'il y a souvent eu en fait un joueur offensif qui s'est retrouvé sur le carreau. Et je crois que par son manque d'expérience et par aussi peut-être une incapacité à montrer qu'il était enclin à faire beaucoup d'efforts défensifs, il n'a pas été privilégié. Mais je trouve que c'est cruel néanmoins. Parce que quand on voit ce dont il est capable de faire, surtout sur ce match de Brest, qui m'a beaucoup marqué en termes de prestations individuelles, je trouve que ça méritait mieux en termes de temps de jeu. Alors justement, on parle de jeu. Euh, dans quel système évoluait le FC Lorient lorsqu'il y était? Quel rôle occupait-il? Et par extension à cette question, euh, quelle était son attitude justement avec et sans ballon? Parce que j'ai l'impression que si je lis entre les lignes, il- est-ce qu'il était peut-être un peu feignant à la récupération du ballon, dans le contre-pressing, dans l'attitude? Mais ouais, déjà dans un premier temps, Régis Lebris l'utilisait comment au juste? Alors, Lorient a joué toute la saison dans un système qui a pourtant fonctionné, on va dire, partiellement. Un 5-3-2 qui se transformait de façon hybride en 3-4-3, pardon. Et Buonanni, dans cette position-là, évoluait soit
sur le flanc droit de l'attaque ou soit un peu plus dans le cœur du jeu en numéro 10. Et donc, techniquement, il avait plus ou moins de l'espace pour exprimer ses qualités de dribble, de percussion, d'utilisation de la profondeur, de qualité de passe, de frappe. Et à ce moment-là, Buonanni, je crois qu'il y a eu différentes périodes, notamment au tout début, ces deux entrées qui sont ses premières avec les Merlus contre Metz et contre Reims, elles montrent beaucoup d'envie dans la tâche défensive, dans le repli, dans le jeu sans ballon. Et derrière, il y a une période un peu différente où il fait une entrée contre Monaco, où on le voit déjà plus s'exprimer. Et dans les matchs où il a eu plus de temps de jeu, plus d'expression, on l'a moins vu à la tâche défensivement. Alors que quand il a eu des moments courts, en fait, il a su aussi s'impliquer dans le jeu, y compris pour aider ses partenaires derrière. Donc ça a été un peu entre deux eaux cette implication défensive. Mais par contre, il a su être un élément prépondérant des attaques, de la manière qu'on avait de voir notre jeu offensif. Alors, il y a eu des moments où, personnellement, on aurait aimé, mais c'est à l'image de l'équipe, les voir plus frapper, les voir avec plus de confiance, plus d'envie, mais je crois que c'était un problème collectif, c'est-à-dire que les gars étaient un peu inhibés, ça s'est ressenti. Je pense qu'en définitive, j'ai pas les stats en tête, mais on doit être une des équipes qui cadre le moins en Ligue 1 cette saison, c'est une certitude. Et Bonani, voilà, il est incorporé dans ce collectif-là, donc il fait quelque part ce qu'il peut, mais on aurait aimé soit le voir frapper plus, soit le voir aussi avoir un tout petit peu plus de justesse technique dans le dernier geste, parce que parfois, il fallait mieux faire une passe, parfois il fallait mieux faire un décalage de l'autre côté, parfois il fallait mieux frapper, et c'était pas toujours le choix fait, mais ça fait évidemment partie des marges de progression d'un joueur de son âge, et il faut pas l'oublier dans les éléments de contexte, je crois. Alors, dans le système de Lebris, il était donc du coup plutôt sur le côté ou plutôt dans l'axe? Alors, il a été plus sur le côté, en termes de quantité. Maintenant, en termes de performance, de qualité, je l'ai trouvé meilleur dans l'axe. Notamment sur l'enchaînement Brest-Montpellier, en fait, si tu regardes, tous les ballons dangereux passent par lui. C'est incontestable. Et côté droit, tu sentais que bon, les qualités ne disparaissaient pas, hein. Mais par contre, c'était un peu plus contre nature, ça c'est clair. Et alors, quand il jouait sur un côté, il avait quelqu'un derrière lui, je présume un latéral Ouais. qui dédoublait, tu sais, Alors, enfin, en gros, dans quelles circonstances il était lorsqu'il jouait sur un côté, parce que tu vois, c'est une vraie bonne interrogation, et même pour son retour l'année prochaine, on a ce même problème, j'ai envie de dire, avec Sofiane Diop, qui est un joueur oui, qu'on a utilisé énormément sur un côté, mais qu'on aimerait, du moins une partie de la communauté de l'OGC Nice, voir un peu plus dans l'axe, parce que peut-être qu'il a moins le profil ailier que, on va dire, un Jérémy Boga, ou que chez vous, peut-être un Théo Lebris, qui est peut-être un peu plus dans la vivacité, dans la percussion qu'un exactement. Badreddine, quoi. Exactement. Et en fait, le système l'orientait. S'il n'a pas fonctionné dans cet ordre-là, dans cette saison, c'est à mon sens parce que il a souffert d'un déséquilibre assez net. Et quand Badreddine Bonani jouait côté droit, souvent il avait Panos Katseris, le latéral grec, qui évoluait en piston derrière lui. Et sauf qu'on est aussi sur un joueur qui adore dévorer les espaces, qui est très offensif. C'est un vrai contre-attaquant. Pour le coup, le terme de piston, il est vraiment pas erroné le concernant. Et dans les séquences où il a eu plus Gédéon Kaloulou, qui a un rôle plus défensif, moins exposé, on va dire, au risque, à un jeu plus audacieux, on l'a vu être un peu plus à l'aise, mais c'est vrai qu'en fait, les Merlus, on a été très déséquilibrés cette saison et c'était facile en fait de nous prendre en transition parce que les moments où on a été très offensif, c'est-à-dire avec Buonani à droite, 4 séries dans un rôle derrière et une association aussi avec des Ponceau, des Louza dans le cœur du jeu, c'est les moments où on avait obligation de faire résultat et notamment ces moments où on s'est fait couper en deux contre Toulouse. Ce jour-là, Buonani pardon, joue tout le match et c'est vrai que on remarque bien ces lacunes, on remarque bien ce déséquilibre, mais encore une fois, je trouve que ça n'a pas été facile. Enfin, je veux dire, on lui a fait aucun cadeau à ce joueur. Jusqu'au dernier match et cette sortie prématurée, alors qu'il est un peu au firmament, on va dire, ça a été très très dur. Moi, je crois que tu peux que sortir renforcé en termes mental, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi en termes de culture tactique, là, parce qu'on lui a demandé un truc très exigeant, que ce soit en titulaire ou en rentrant, notamment contre le PSG.
Justement, tu parles de ce dernier match contre Clermont. C'est ce match-là où il a ouvert aussi son compteur en Ligue 1, puisque l'année dernière, malgré 4 passes décisives sous les couleurs de l'OGC Nice, eh bien, il n'avait pas encore scoré. Et là, donc, il marque lors de ce match-là. Donc voilà, c'était pour dire aussi que bah, ça fait plaisir de voir un jeune joueur qui ouvre son compteur en Ligue 1. Là, on va peut-être plus parler de. Alors, t'en as un peu parlé aussi, mais de l'attitude. Concrètement, dans ce qu'il renvoie, dans ce qu'il renvoyait sur le terrain, dans ses entrées, lorsqu'il était titulaire, lorsqu'il était remplaçant. Est-ce que vous avez perçu, vous, supporter lorientais, un joueur investi dans sa mission, dans cette mission commando lorientaise, ou est-ce que voilà, vous avez vu un joueur qui, bah, peut-être un peu désintéressé, qui se demandait peut-être ce qu'il faisait là et qui était peut-être, ouais, on va dire un peu en périphérie de cette saison un peu, ouais, même très compliquée. Cette saison, on a eu un effectif composé de beaucoup de joueurs qui manquaient d'investissement, qui n'avaient pas l'amour du maillot, c'est le moins qu'on puisse dire, qui étaient dans une forme d'arrogance assez insupportable en tant que supporter d'un club de ce standing-là. Et pour moi, Buonanni s'est pas inscrit dans ces faux pas-là. C'est-à-dire que oui, il n'a pas eu la hargne, l'aspect taulier d'un Bergel, d'un Laporte, mais d'abord, il n'a pas leur histoire avec le club et il n'a surtout pas leur âge et leur expérience. Donc à partir de ce moment-là, j'ai trouvé, moi, un joueur qui avait très, très envie, en fait, de jouer au foot. Et c'était assez agréable parce que en première partie de saison, les Fèvre, les Makengo, en fait, on avait le sentiment d'une corvée quand on voyait ces joueurs-là avec le ballon. Et bien sûr, sans, c'était encore pire. Donc, Buonanni, on est sur un joueur qui a certaines lacunes. Hein. C'est-à-dire que parfois, il faut passer. Et il ne le fait pas. Mais, je trouve que dans l'investissement, pour un joueur de 19-20 ans, c'est extrêmement correct. Dans le contexte qui est le pire contexte de l'histoire du FC Lorient, incontestablement, sur comment le vestiaire s'entend, comment l'entraîneur veut faire jouer l'équipe, comment l'équipe tourne en termes de schéma tactique, quels sont les résultats, quelle est la confiance, quel est l'état d'esprit, c'était le pire contexte, le pire endroit pour performer. Et Buonanni, pour moi, il n'a pas lâché une seule seconde. Il était clair sur ses capacités, sur ce qu'il pouvait amener à l'équipe. Il a essayé de le faire. Alors, par séquence, on a vu des choses brouillonnes, on a vu trop de dribbles, je suis d'accord. Mais, honnêtement, ce joueur-là, j'en ressors avec une bonne image sur qui il est, comment il s'implique. Et je peux te dire, Poncho, que à part les historiques des tangos, honnêtement, il y en a très peu sur qui on dira ça cette saison. Alors après, il souffrira du fait d'être resté très peu de temps et il souffrira aussi du fait de faire partie de cet effectif qui va descendre d'une manière lamentable. Mais il est loin d'être le pire et j'ai presque envie de dire que on peut un peu le sauver de tous les cancres de cet effectif l'orienté. Alors justement, ouais, c'est un avantage pour lui enfin, quelque part, égoïstement, que d'avoir fait partie de cet effectif avec des joueurs qui ne venaient pas, on va dire, avec un état d'esprit correct et qui étaient dans la perspective de ce que vous attendiez vous, hein, tous ces joueurs, voilà, on t'a parlé de Mendy, de Romain Isaac Touré, Fèvre, de Isaac Isaac Touré, Touré catastrophe. notamment. D'ailleurs, je salue la Tavarne qui ont médias l'orienté que je vous invite à Oui, suivre, qui ont allez réalisé écouter leur une EP musique, sur cette leur saison. EP sur Euh, notamment eh bien, cette saison. Vraiment, en termes de dérision et en termes d'humour, on peut difficilement faire mieux que je la crois que Tavarne. je crois que ça a été partagé dans toute la communauté d'essayer d'avoir du second degré, de l'humour et de prendre les choses un petit peu avec du recul. Mais les gars de la Taverne en sont les meilleurs représentants, c'est clair. On les salue. Euh, sur cette saison, on a parlé de l'attitude, on a parlé des postes, du système. Pour toi, si tu devais dresser, on va dire, ses points forts et ses points faibles, globalement, tu dirais quoi, Hugo? Euh, le point fort, c'est très bateau, mais c'est la qualité technique. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, dans un petit périmètre, est capable de te faire la différence, de ressortir proprement un ballon, d'aller de l'avant, de faire la bonne passe. Et en revanche, c'est après que ça se complique. C'est-à-dire une fois que
tu as fait un petit peu cet exploit, cette performance sur une action qui a débloqué le jeu collectivement. Comment est-ce que tu fais pour tirer encore plus la chose à ton avantage, donc en étant décisif sur le plan des stats, par une passe D ou par un but. Et c'est là où, quand j'ai vu ce dont il était capable contre Brest, qui a été un peu un match de révélation, parce que avant ce moment-là, on l'avait très très peu vu quand même, donc c'était difficile d'avoir un avis sur le joueur. Quand j'ai vu ce match de Brest, je me suis dit, lui, si on lui donne sa chance sur un peu plus de temps de jeu, sur un enchaînement de 90 minutes sans transition, il va scorer assez rapidement. Et en fait, on s'est rendu compte que il avait quand même un peu de mal, mais encore une fois, à l'image de l'équipe, donc j'ai du mal à savoir quelle est la corrélation en fait entre une problématique individuelle et une problématique collective, mais il a quand même du mal à frapper, et je crois que c'est vraiment un axe de progression parce que quand il l'a fait, bah, à l'image du but contre Clermont, qui est quand même un but relativement en finesse, on voit qu'il a une certaine qualité dans cet exercice. Donc, à lui de se faire confiance là-dedans et d'être beaucoup plus lucide sur le dernier geste à faire, en fait, je crois. Très bien. Écoute, Hugo, j'avais noté l'appréciation du public. Donc là, c'est plutôt, on va dire, un effet global. Toi, ce que tu peux saisir un peu de par tes activités que tu fais en lien avec le FC Lorient, des communications sur les réseaux, etc. On va dire, la tendance globale, forcément, c'est difficile de faire du cas par cas, surtout lorsque tu es descendu en Ligue 2. Mais en gros, l'idée, c'est concrètement, est-ce que tu repartirais avec Bonani sur une mission pour monter en Ligue 1 l'année prochaine? Ah bah si tu me poses la question à titre individuel, je te réponds oui à 200%, hein, mais par contre, est-ce qu'il va laisser un souvenir impérissable dans l'esprit de beaucoup de supporters? Je crois pas parce que c'est vraiment une saison cauchemardesque en fait et c'est un peu malheureux à dire, mais on a presque envie d'oublier tous ces joueurs qui étaient de passage. Parce que dans le jeu comme dans les résultats, ça a marqué des moments d'une vie de supporter qui sont traumatisants dans l'implication, dans les résultats, mais pas que. En fait, c'est surtout une affaire d'état d'esprit. Alors, le problème, comme je l'ai dit, c'est que lui, il a bien tiré son épingle du jeu, mais comme le résultat n'y est pas, je pense qu'on l'oubliera assez vite. Maintenant, je crois qu'au vu des qualités qu'il a montrées, c'est quelqu'un qui, si l'opportunité se présentait, il serait bon d'aller le recontacter, mais je ne pense pas que ce sera à l'ordre du jour parce que lui-même peut aussi légitimer une ambition pour aller plus haut. Mais pour répondre à ta question, le souvenir qui en restera, c'est un souvenir mitigé parce que on a vu beaucoup de choses intéressantes, mais elles auraient pu être plus concrètes. Et quand on sait que ça se joue à un but, on a la frustration de se dire que c'était quand même relativement décisif, c'est peu de choses. Effectivement, alors pour l'avenir de Badreddine Bouanani, la fin de son contrat officiel, et elle est dans un mois, mais il est évident qu'il va retourner à l'OGC Nice. L'OGC Nice qui, à l'heure à laquelle on enregistre et au jour auquel on enregistre ce format, n'a pas d'entraîneur, n'a pas de directeur sportif. Ça ne saurait tarder, je pense. Bienvenue au club. Ça ne saurait tarder. On va espérer que d'ici peu de temps, d'ici le début de semaine, on puisse y voir un peu plus clair, ce qui permettra aussi de voir eh bien, le rôle qu'occupera Badreddine Bonani, parce que mine de rien, Bonani va revenir au club. Shaw a été acheté. Il me semble que son contrat est de 4 ans et demi, ce qui est quand même assez important. Est-ce qu'on va voir un Bonani important dans le collectif? Est-ce qu'on va faire un Boanini plus axial? Est-ce qu'on va avoir un Boanini qui va partir en prêt? Pour l'instant, on va dire on part que sur des suppositions. Mais en tout cas, Hugo, c'était intéressant, je pense, d'avoir cette rétrospective des 6 mois de Bradine Boanini au FC Lorient, malgré le fait que la mission sauvetage n'ait pas eu lieu pour vous. On peut constater quand même que le développement suit son cours et que peut-être même que on va dire le climat dans lequel il a évolué, cette dureté aussi des résultats et du monde du foot, hein, qui fait partie du jeu, quelque part, ça va le faire grandir en tant que joueur, mais en tant qu'homme. Le mot de la fin, peut-être, Hugo, pour clôturer le format. Oui, ah bah, tout simplement souhaiter à ce joueur une excellente continuation, même si c'est un peu bateau, une excellente carrière, parce que je crois qu'il a montré vraiment des qualités assez
détonnantes, des qualités importantes dans le football moderne qui peuvent lui permettre vraiment d'avoir une franche réussite à l'OGC Nice ou ailleurs. Et en ce qui concerne le club Pancho, le GC Nice et le FC Lorient en général, on peut peut-être souhaiter un tirage en Coupe de France la saison prochaine Ça pour se pourra qu'être en retrouver. Coupe de France, effectivement. Parce que sinon, il faudra peut-être, dans le meilleur des cas, attendre la saison du centenaire nous concernant pour retrouver un club Pancho entre le GC Nice et le FC Lorient. Et merci à toi, Pancho. Bravo pour ton travail. C'est toujours un plaisir de participer. Ah bah écoute, avec plaisir, un grand merci à toi, en tout cas pour tous ces éléments de compréhension, cette précision aussi dans les éléments que tu as pu apporter. Et on te souhaite eh bien, une bonne continuation à toi et à ton club du FC Lorient. Et puis pourquoi pas l'année prochaine eh bien, se retrouver en Ligue 1, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter parce que effectivement, entre nous, entre supporters, on rigole beaucoup, on charrie, notamment votre cher président, hein. Vous avez bien raison. Vous Voilà, avez bien mais je raison. pense que là, on peut tomber d'accord, là-dessus, Oui, oui, oui. donc voilà. Assez rapidement. Voilà. Écoute, un grand merci à toi. Nous, eh bien, chers supporters qui venaient sur cette vidéo, merci déjà d'avoir regardé ce format sur Badreddine Bonani. Comme je l'ai dit, on se retrouvera rapidement pour d'autres formats autour des joueurs prêtés, mais même autour du bilan de la saison. Il y a un conseil de classe qui arrive aussi très vite avec Flo, même format que l'année dernière. Il y aura aussi des awards avec des distinctions un peu format NBA qui auront lieu. Donc restez connectés. Un grand merci à vous, un grand merci à toi Hugo. Et puis à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Bonne soirée et puis la Bayeta. Merci, Pancho, et bis à Terem Mofi.